je suis Pierre Tambourin, je suis directeur de recherche à l'INSERM, spécialiste de cancérologie moléculaire, et je suis venu à l'invitation de Marion Leboyer vous parler, vous présenter ce qu'on appelle le projet France Médecine Génomique 2025, qui consiste à doter notre pays des moyens permettant de faire le génome de pathologies ou de malades en fonction de besoins médicaux. Merci d'être aussi nombreux d'abord, j'espère ne pas vous décevoir, d'autant que je vais m'adresser à des médecins. Enfin, je ne sais pas qui y a dans la salle, mais mon discours sera adressé aux médecins qui seront concernés directement par tout ce que je vais dire aujourd'hui. Comme je ne suis pas médecin, vous voyez tout de suite le terrain dangereux sur lequel je vais m'engager. Donc je vais vous parler de médecine personnalisée et d'emblée, j'aimerais vous définir ce que j'entends par médecine personnalisée et par rapport à un autre vocable qu'on rencontre souvent qui est médecine de précision. Et il y a souvent une confusion entre les deux, sachant que toutes ces définitions sont contestables et qu'elles ne sont pas du tout stabilisées, c'est-à-dire que dans quelques mois, dans quelques années, on utilisera peut-être d'autres termes en lieu et place de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc dans la définition que la FDA en 2013 a donnée de manière à ce qu'elle soit reprise par tout le monde, l'idée de la médecine personnalisée, c'est de segmenter les malades que nous recevons en sous-ensembles. Certains de ces sous-ensembles devront recevoir tel médicament à telle dose, telle molécule à telle dose et dans tel timing, d'autres devant recevoir une autre molécule. C'est donc ajuster le traitement à la personne, sachant que l'idée n'est pas évidemment de définir un nouveau médicament par personne, comme je l'entends parfois. Ce n'est pas ça du tout. C'est par rapport à la panoplie de médicaments que nous connaissons, dans des pathologies données, l'idée c'est de savoir à quel malade est destiné tel ou tel médicament. Médecine de précision, bien souvent, fait référence à quelque chose de beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus vaste, dans lequel l'idée est d'associer cette génomique dont on va parler beaucoup aujourd'hui à d'autres approches comme l'imagerie, comme les données cliniques, comme tout un ensemble d'autres données psychoaffectives, tout un ensemble de données environnementales, pour essayer de revoir ce que sont ces maladies, les classer d'une manière un petit peu différente. C'est au fond une approche de la pathologie d'une manière beaucoup plus précise, combinant toutes les technologies auxquelles on peut avoir affaire pour connaître cette pathologie. Ça exige un process de big data considérable, mais on y reviendra dans un instant. Donc les deux branches, pardonnez-moi la naïveté de ces slides, mais elles sont au moins le mérite d'être claires. Donc il y a une approche de la médecine personnalisée que tout le monde, surtout ici, connaît bien, qui sont ce qu'on appelle les gènes de prédisposition à une pathologie, c'est-à-dire voir en quoi et comment nous sommes tous inégaux face à une pathologie donnée, pourquoi certains se déclenchent chez certains individus et pas chez d'autres, pourtant mis dans les mêmes conditions environnementales ou autres. Ça, c'est donc abouti à l'identification de gènes de prédisposition qui sont souvent, je cite souvent le cas de l'épilepsie, pathologie pour laquelle on n'avait pas de véritable traitement, enfin en tout cas efficace et surtout très peu nombreux, il y a 20 ou 30 ans, pour lesquels non plus nous n'avions pas de modèles animaux pertinents, et pour lesquels au fond la seule méthode pour essayer de rechercher de nouveaux médicaments était d'identifier des gènes de prédisposition à cette pathologie. Une fois qu'on connaît un gène de prédisposition, on peut essayer d'espérer identifier sa fonction, et connaissant sa fonction, son mode d'intervention, et connaissant son mode d'intervention, approcher la recherche de médicaments. Donc c'était une méthode à la fois de compréhension de la pathologie à travers l'identification de ces gènes, mais aussi une méthode de recherche, de voie d'approche thérapeutique nouvelle. Et puis ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est en quoi la connaissance plus fine d'une maladie permet de dire tel médicament sera efficace, tel autre médicament ne sera pas efficace, donc l'approche thérapeutique directe. Bon, ça c'est vraiment anecdotique, c'est simplement pour rappeler qu'il y a très longtemps qu'on fait de la médecine personnalisée sans le savoir. Dans le cas particulier du 5FU utilisé en cancérologie, on s'est rendu compte que certains malades souffrant d'un cancer donné pouvaient être le 5FU pouvait être extrêmement toxique chez ces malades à cause de la présence ou de l'absence, ou plus exactement d'un allèle dans un gène qui code pour une déshydrogénase et qui est responsable du catabolisme du 5FU. Et évidemment, si on le catabolise vite, il faut en mettre plus que si on le catabolise lentement. C'était donc une des premières approches très ancestrales de ce qu'on va dire aujourd'hui d'une manière beaucoup plus générale. La médecine devient aujourd'hui, et la raison pour laquelle je vais vous en parler abondamment, parce que ça va changer vos pratiques au quotidien, c'est que la génomique qui était réservée de manière un peu caricaturale et un peu schématique uniquement à la recherche,
devient une technologie, et on verra pourquoi dans la slide suivante, accessible à la pratique médicale quotidienne. Alors c'est encore loin d'être généralisé, c'est d'ailleurs de ce dont on va parler aujourd'hui, mais c'est ça la grande révolution, c'est que ce qui était un outil essentiellement de recherche devient un outil à la disposition du médecin clinicien. Pourquoi ? Parce qu'en l'espace de 15 ans, même pas, fin du génome de l'homme 2003, 2006, on est en 2016, donc moins de 15 ans, presque 10 ans, les technologies de séquençage et de génotyping ou autres ont permis de multiplier le débit de séquençage par 300 000 et le coût a été divisé par 3 millions. Je rappelle que le coût du génome qui a fait l'objet de la recherche plus d'une dizaine de laboratoires dans le monde, le premier génome humain, c'est de l'ordre de 3 milliards de dollars, difficile vraiment à cerner, mais en gros c'est cet ordre de grandeur-là, et qu'aujourd'hui on parle d'un génome pour 1 000 $, génome humain complet. Donc on voit l'énorme différence résumée dans cette slide qui est archi connue. Le coût de 100 millions de dollars, qui peut paraître différent de ce que je viens de vous dire, est lié au fait que les technologies qu'on utilise aujourd'hui pourraient être, si elles avaient été utilisées à l'époque, aboutiraient à ce prix-là, en mettant en jeu tous les labos qui ont été mobilisés autour de ça. Donc on est à 1 000 $, c'est en tout cas ce qu'annonce Illumina lorsqu'il vend son X5 ou X10, qui est simplement la juxtaposition de 5 outils de séquençage de grand débit aujourd'hui, et qui exclut, je dois le dire, tout un ensemble d'autres dépenses connexes qui ne sont pas du tout négligeables, comme le traitement approfondi des données, et le diagnostic à apporter, etc. Mais en gros, l'identification de la connaissance du génome, c'est gros 1 000 $, ce qui correspond évidemment à un coût tout à fait accessible. Si on parle de même 1 million de génomes par an en France, ça ne fait que 1 milliard dans un budget de la santé, dont je rappelle qu'il doit être de l'ordre de 180 milliards d'euros. Donc on se rend compte on peut même imaginer, éthiquement c'est discutable, faire le séquençage à la naissance pour des tas de raisons, et ça ne serait pas un coût insurmontable, surtout si, comme on le pense, le coût du génome va continuer à baisser pour arriver probablement à 100 €, quelque chose comme ça. Là, on descend encore d'un facteur 10, mais je rappelle que ça c'est le séquençage brut, qu'à côté du séquençage brut, il y a l'interprétation, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut faire et qui, elles, vont représenter bientôt, et d'ores et déjà, probablement un coût supérieur au séquençage lui-même. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore compris ce que je dis depuis le début, l'idée c'est de prendre une population évidemment hétérogène de malades souffrant d'une même pathologie, et à travers l'étude de leur génome, de définir quel type de médicament, si possible sans danger et efficace, mais parfois qui peut être dangereux et inefficace, enfin tous les médecins qui sont ici connaissent bien cela, et la prudence avec laquelle on s'entoure quand il s'agit de médicaments un petit peu délicats d'utilisation. Donc l'idée qu'on va aborder ensemble, c'est en quoi la connaissance du génome peut réellement arriver à cela. Et pourquoi aujourd'hui il y a une forme de mobilisation internationale autour de cette ambition. Oui, ça c'est, passons. C'est pour dire qu'on peut évidemment stocker maintenant le génome entier sur une puce telle que celle que j'ai là. La médecine personnalisée, alors c'est là où on commence à toucher du doigt les difficultés. Ça nécessite une numérisation des données qui doivent être interopérables entre elles. Pourquoi ? Pour tirer profit des connaissances que l'on a en faisant le génome de personnes souffrant de la même pathologie dans le monde et en essayant de comparer ces génomes entre eux pour affiner nos connaissances dans ces domaines. Et en particulier, quelque chose dont vous avez souvent entendu parler, je suppose, dans vos bureaux ou ailleurs, qui est le dossier médical numérisé, personnalisé, et permettant de tirer de ces dossiers médicaux toutes les informations dont on a besoin. Et on est loin en France, me semble-t-il, d'être au bon niveau. Alors les nouvelles méthodes d'exploitation et d'extraction de données hétérogènes permettront probablement de se passer d'un dossier parfaitement homogène entre tous les hôpitaux, mais ça reste quand même un enjeu considérable de pouvoir traiter toutes ces données hétérogènes avec une pertinence et une absence de biais dans ce qu'on en extrait. Il faut aussi qu'on intègre toutes ces données dans un ensemble d'autres données. D'ailleurs, l'un des enjeux majeurs du point de vue tant économique que santé publique ou autre, c'est ceux qui posséderont ces données auront un avantage décisif dans beaucoup d'autres secteurs. Et la peur que j'avais quand on a commencé à réfléchir à Génopole sur la médecine génomique, c'était de se dire
on n'est pas à l'abri demain qu'un Google, qu'un Apple, que toutes ces grandes entreprises disposant de beaucoup de moyens viennent en France, offrent aux hôpitaux le séquençage gratuit, à condition évidemment de stocker les données. Alors on sait qu'on est à l'abri quand même d'un certain nombre de ces possibilités à cause de notre réglementation et de nos règles, mais tout se contourne. On peut racheter des laboratoires d'analyse biologique et faire en sorte de s'approprier ces données. Ça, c'est un enjeu considérable qui représente à long terme des valeurs considérables du point de vue économique et du point de vue de la santé de l'homme. Et puis, bien entendu, il y a un problème de formation, on y reviendra, sur les informaticiens en particulier, mais pas seulement, tous les métiers nouveaux dont on va avoir besoin dans les 5 ans qui vont venir. Bon, ça c'est simplement pour illustrer qu'aucun secteur de la médecine. J'avais une slide dans le temps qui disait toutes les pathologies, sauf peut-être les accidents de la route, toutes les causes de mortalité, sauf peut-être les accidents de la route, ont une base génétique, peu ou prou. Et je disais même, c'est même discutable, puisque beaucoup d'accidents de la route sont dus à l'alcool, et vous savez qu'on n'est pas tous égaux face à l'alcool, etc., etc. Et par conséquent, en gros, toute la médecine sera concernée par ça. Ceci étant, je vais vous parler du cancer, parce que c'est là où c'est quand même le plus intéressant pour l'instant, et le plus simple peut-être, encore le plus simple, c'est une façon de parler. Car le cancer, lui, alors là, on ne parle pas de génome de la personne, ni du malade, on parle de génome de la tumeur, on va parler de génome de la tumeur à côté du génome de la personne, bien entendu, les deux seront faits. Et la raison pour laquelle on a besoin de cette connaissance, c'est que ce cancer résulte de l'accumulation de lésions génétiques très variables d'une tumeur à l'autre, même quand les tumeurs se ressemblent étrangement au microscope, ou qu'on ne peut pas les différencier du point de vue microscopique, on sait que les lésions génétiques présentes entre ces deux tumeurs ne sont pas les mêmes, et par conséquent, comme un certain nombre de médicaments agissent contre ces modifications génétiques, il n'est pas étonnant que les résultats thérapeutiques ne soient pas les mêmes, même quand on a affaire à deux cancers. Ceci est bien connu. Ceci étant, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose de plus que ce qu'on sait depuis longtemps, sinon qu'on a un fil conducteur pour aller plus loin. Donc voilà l'ancienne approche, et à la fin de cette semaine, le syndicat des anatomopathologistes me demande de venir les aider à réfléchir à ce qui va se passer pour eux dans le futur, sachant que, en gros, on peut prétendre, mais c'est loin d'être démontré, que demain, ce qui était le geste habituel, un prélèvement, une biopsie solide, où le prélèvement de la tumeur après l'opération est passé en anapathe, et à partir de ce geste, on en déduit toute une série de conséquences concernant la thérapeutique qui va suivre, le protocole à adopter, etc., etc. Demain, je dirais même aujourd'hui, on peut commencer à réfléchir à l'idée de faire tout à fait différemment, c'est loin d'être établi et c'est loin d'être validé surtout, à savoir prendre la tumeur sous forme de biopsie liquide, à partir du sang. Tout ce que je dis là, c'est de la médecine fiction, hein. C'est en cours d'étude et c'est loin d'être validé. Mais on peut imaginer demain ne plus avoir même besoin de regarder la tumeur en tant que telle, d'aller chercher dans le sang soit les cellules tumorales, soit l'ADN circulant pour établir un diagnostic, et puis tous les éléments thérapeutiques dont on a besoin. D'ailleurs, une des discussions qu'on aura à la fin de cette semaine, c'est si l'on part du principe que la protéomique deviendra une nécessité pour affiner toute notre connaissance et le geste thérapeutique, les méthodes classiques de fixation, d'inclusion dans la paraffine, etc., seront à remettre en cause en profondeur. C'est-à-dire qu'en gros, il faudra congeler. Donc on voit bien que tout ce que je vous évoque là, et qui est à court terme, va se traduire par tout un ensemble de changements de pratiques, de remise en cause de méthodes bien établies, à condition que les nouvelles méthodes soient elles-mêmes bien établies et donc validées. Ça, c'est simplement pour illustrer ce qui est en train de changer rapidement dans le cancer, c'est la connaissance de cibles moléculaires, protéines, ou même parfois synucléiques, mais souvent des protéines, dont on sait que la modification génétique dans la tumeur joue un rôle important dans les propriétés de la cellule tumorale, et pour lequel on sait que si l'on disposait d'un médicament ciblé contre cette altération, on pourrait obtenir des résultats thérapeutiques probants. C'est déjà utilisé en clinique pour certains types de lésions et certains types de protéines. Simplement, cette slide illustre
les innombrables voies, la suivante va vous le montrer encore plus, auxquelles on a à faire face, certaines étant redondantes, d'autres non, et par conséquent, taper sur une cible n'est pas la garantie de traitement définitif de la tumeur, car il peut y avoir des clones différents, etc., etc. Mais en tout cas, c'est une voie d'approche dont on voit bien, si je suis assez clair, qu'elle impose de connaître les lésions génétiques à l'intérieur de la tumeur, d'en établir une forme de hiérarchie quant à l'importance de ces lésions par rapport à la tumeur en question, ça c'est encore loin d'être clair, ce qu'on appelle les drivers, etc. Et une fois qu'on a la connaissance de ces lésions génétiques et de leur rôle effectif dans cette tumeur-là, qui peut être différent d'une tumeur à l'autre, il faut encore disposer des médicaments susceptibles de combattre ces lésions, de lutter contre ces lésions génétiques, et donc des inhibiteurs de fonction qui se traduisent soit par la mort cellulaire, soit par la normalisation, entre guillemets, comme ça a été quelquefois évoqué, de la cellule qui retrouverait une espèce de phénotype normal. Ça, c'est une autre illustration qui dit que pour les cancérologues et chercheurs que j'ai été pendant quelques dizaines d'années, il y a encore pas mal de boulot qui consiste à identifier tous les points clés, sans parler de l'immunothérapie actuelle, qui est en pleine révolution et qu'on a attendu pendant plusieurs décennies comme devant être la voie majeure d'approche des thérapeutiques anticancéreuses. Et là encore, on a besoin de la connaissance du génome, etc., etc., etc. Donc la démarche en partant du patient sera l'étude clinique, classique, le portrait moléculaire de la tumeur, des métastases, de tout ce qui tourne autour de la pathologie, l'analyse de ces lésions et la proposition d'une approche personnalisée pour cette tumeur-là. Là encore, il ne s'agit pas d'imaginer qu'on ait un médicament par lésion, mais de jouer sur une combinatoire des molécules antithérapeutiques dont on a à notre disposition pour utiliser la combinatoire la meilleure possible. Qu'on soit bien clair. Enfin, il y a actuellement dans l'industrie pharmaceutique, je crois, plus d'une centaine de molécules thérapeutiques nouvelles ayant comme vocation à cibler tel ou tel produit de gène particulièrement impliqué dans les tumeurs parmi les plus évidemment réfractaires au traitement actuel, comme le pancréas ou d'autres choses. Or, quelques chiffres. Un génome, c'est 1 gigaoctet, c'est-à-dire c'est une clé USB, maintenant banale. Dans les grosses clés, vous pouvez en mettre 40. C'est pas tout de même 1 million. Mais si vous dites qu'il y a 180 000 nouveaux cas de cancer par an, ça vous donne tout de suite une idée du nombre de génomes à séquencer de tumeurs, plus le génome de la personne, ce qui nous fait tout de suite un pétaoctet de stockage. Et pour simplement vous dire que Facebook par an, Facebook c'est 500 téraoctets de stockage par jour, et Twitter, etc. Donc on est face à des chiffres tout à fait extraordinaires, et il faut ensuite mapper, comparer, aligner et répertorier tous ces génomes, et il faut pour ça des calculateurs extrêmement puissants. Donc le hexaflopic, ça veut dire des calculateurs qui n'existent pas encore, dont on pense qu'ils vont apparaître. Hexa, ça veut dire 10 puissance 18 opérations par seconde, c'est pas mal. Péta, ça veut dire 10 puissance 15. Tera, c'est 10 puissance 12. Et par conséquent, on a besoin de calculateurs qui sont en train de sortir, capables de faire ces calculs et de comparer tous ces génomes entre eux et de sortir de ces génomes, à partir de ces calculs, les informations les plus pertinentes pour le geste thérapeutique, puisque tout ceci se ramène à ça. Bien entendu, avec ces génomes, vous pouvez faire d'autres types de recherches, par exemple sur l'origine de la population humaine à laquelle appartient la personne, etc., etc. Oui, le chiffre, je vous l'ai déjà donné tout à l'heure. Quand on parlait de ça devant des responsables de la sécurité sociale tout au début, nous disaient, vous êtes fous, on ne tiendra jamais le coup, c'est pas possible. On leur a dit non, faites le calcul, c'est pas si terrible que ça du point de vue financier, vu l'importance de tout ça, et ce qu'on peut aussi avoir comme geste préventif par rapport à d'autres pathologies. Je vois Marion angoissée, moi aussi d'ailleurs, à l'idée que je vais finalement finir par tomber dans... Donc est apparu très vite, il y a 2 ans, et Génopole a été un peu à l'origine de tout ça. Non, mais j'aime les comportements à risque. Non, c'est pas aussi drôle quand même. Donc la question qui nous est apparue, on avait fait faire une étude par l'entreprise Ernst & Young pour savoir ce qui se passait un peu dans le monde. Il nous était apparu que la France, qui disposait de moyens, je vais y venir dans un instant, intéressants dans ces domaines-là,
ne pouvait pas rater le virage de la médecine personnalisée qui était en train de se dessiner. Je parle à nouveau de médecine de clinique, je ne parle pas de recherche, sachant qu'il y a déjà des choses en recherche assez nombreuses, en particulier du côté cancer, grâce au programme de l'INCA et d'autres choses. Mais donc il fallait absolument qu'on s'y mette, avec toute une série de sujets qui allaient se poser, on y reviendra, la formation des personnels, ceux qui vont venir travailler demain et ceux qui sont actuellement en train de travailler dans les hôpitaux et autres, les questions réglementaires, les questions éthiques et sociales, l'information du public et l'association du public à ces nouvelles technologies. Le consentement éclairé tel que vous connaissez doit être revu et pensé complètement, etc., etc. Le remboursement, la tarification. Donc tout ceci a abouti à un projet qui s'appelle France Médecine Génomique 2025. Les croix, c'est simplement pour j'aurais dû marquer conférence ici, aujourd'hui, etc. Ce n'est pas des mystères. Donc c'est un domaine à forte compétition internationale où en étant dans le monde, je vais très vite, parce que tout ça n'est pas quand même de grande importance. Et quelle organisation mettre en place? Il y a une lettre du Premier ministre adressée à Yves Lévy, président d'Avisan, directeur général de l'INSERM, je crois, oui, c'est aussi, les deux, pour lui demander de mettre en place un groupe de travail destiné à élaborer un plan d'action sur la médecine personnalisée. Ça, c'était en juin-octobre 2015. Donc un certain nombre d'entre vous ici présents y ont participé. Donc on a élaboré un projet dont je vais vous parler, parce que ça, c'est pas demain, c'est pas dans 15 ans ou dans 10 ans, c'est dans l'année qui vient, une partie de ce dont je vais vous parler, que je vais vous décrire, c'est de l'année qui vient. Enfin, si vous êtes assez prompt pour être présent sur la scène. Et le 22 juin 2016, c'est-à-dire il y a quelques semaines, quelques mois, le Premier ministre a validé ce qu'on lui a proposé, sans rien modifier d'ailleurs. Et donc il y a un plan, nous avons maintenant un plan national dont le coût est de l'ordre de 670 millions d'euros pour lancer l'opération, sachant qu'ensuite le relais habituel des budgets de santé devrait prendre le pas sur ces subventions apportées pour lancer l'opération. Benchmark international. Les principaux pays impliqués dans la mise en place de structures ou d'approches génomiques médicales, je réinsiste là-dessus, je ne parle pas de recherche à nouveau, sont évidemment la Grande-Bretagne, les États-Unis. Vous avez entendu le président Obama s'exprimer à plusieurs reprises là-dessus. J'attends encore que notre président, lui, se prononce sur cette question-là, mais enfin, on a le Premier ministre, c'est pas si mal déjà. La Chine, et puis le Canada, et la Slovénie, et j'y reviendrai dans un instant, c'est intéressant de voir où ces petits pays en sont. Voilà, résumé en gros. Il y a d'autres initiatives en Corée, etc. Mais on a cité les principaux. Alors, le bilan de ces initiatives, quand on en fait le bilan aujourd'hui, c'est de dire que dans toutes ces initiatives, la préoccupation majeure est l'application clinique et que le développement de filières économiques est un enjeu stratégique. Mais en quoi le développement économique derrière peut-il être boosté par cette approche? Et ça ne va pas être simple dans un domaine extrêmement sensible que sont les données médicales, la confidentialité que ça exige, l'anonymisation que cela implique, etc., etc. Mais il y a donc une réflexion à conduire pour ne pas qu'un certain nombre d'efforts faits dans ces domaines profitent à d'autres, ou que nous soyons absents de la compétition. En France, pourquoi est-on capable de lancer ça assez vite? Eh bien, il y avait eu les opérations Génopole qui datent maintenant de près de 20 ans en France, qui avaient doté un certain nombre de villes, de grandes villes, de moyens de génomique pour la recherche. De la même manière, à cheval entre la recherche et la clinique, il y a eu toutes les plateformes INCA dont vous avez sûrement entendu parler et qui ont doté un certain nombre d'institutions de moyens de génomique intéressants, mais loin d'être au niveau de performance qu'on attend d'une plateforme tournée vers le malade, d'une plateforme répondant aux exigences réglementaires et procédurales qu'il faut respecter quand à la fin, le clinicien ou le biologiste sera obligé de signer un document dans lequel un diagnostic et un geste thérapeutique sera recommandé. Donc ça exige une sécurité, un professionnalisme et surtout un temps de latence très différent de ce à quoi ces plateformes de recherche sont habituées. En recherche, si on n'a pas la séquence dans la journée, c'est pas très grave. On ne peut pas attendre qu'on aille faire face à un malade, d'attendre 6 mois d'avoir le résultat de son génome. Autrement, ça n'a plus beaucoup de sens. Dans beaucoup des cas, surtout en cancérologie, comme vous l'imaginez. Donc là, il y a des exigences nouvelles qui vont permettre, en s'appuyant sur cette expérience-là, d'aller un peu plus loin et plus vite dans cette approche. Sur le Génopole d'Evry, donc c'est la mission. Le Génopole d'Evry, je vous rappelle, c'est un endroit où la colonne vertébrale de tout ce qu'on fait, c'est le génome
fondamentale ou appliquée à l'industrie ou à la santé, à d'autres secteurs d'activité. C'est ça l'unité de Génopôle. Donc avec un aspect recherche d'un côté, un aspect application de l'autre, application sous forme de la création d'entreprises innovantes qui sont la plupart du temps tournées vers la médecine, mais aussi vers l'application de la génomique à d'autres choses, comment par exemple transformer une bactérie pour produire des dérivés pétroliers à partir de sucres non nobles et utiliser la biomasse à des fins économiques, autres que celles pour lesquelles elle est naturellement destinée. Donc le plan maintenant. Premièrement, on a décidé, alors je suis désolé pour ceux qui connaissent ça par cœur, n'est-ce pas, Dominique Issamy et quelques autres. Le plan est destiné à intégrer le séquençage dans le parcours de soins au sens où on l'entend dans un hôpital. Donc, il faut réintégrer ça par rapport à ce qu'on sait. Par exemple, dans le circuit, dans la maladie cancéreuse, il faudra qu'à chacune des étapes, on se pose la question de savoir comment modifier la procédure à ce stade-là pour permettre l'exploitation rapide et efficace des données génomiques. C'est pas simple, hein, c'est facile à dire, c'est pas simple du tout à faire, parce que là, à nouveau, il y a des problèmes de responsabilité, des problèmes de réglementation, des problèmes de procédure, etc., etc. Donc il y a un cycle qui tourne autour de ça, on va y revenir en détail, ne vous inquiétez pas. Quelle organisation? Alors, premièrement, question, pour faire du séquençage et de la... Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que ça risque d'être un peu long si je parle tout seul, et puis si vous voulez m'ennuyer au bout d'un moment. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et la première question qu'on s'est posée, c'est, pour faire du séquençage, il faut des séquenceurs. Il y avait le choix entre un séquenceur ou une plateforme dans chaque hôpital. Vous imaginez la complexité, et surtout le nombre de compétences qu'il fallait. On avait le choix aussi entre un grand centre national de séquençage à la mode chinoise. On s'est dit qu'en France, ça risque de produire pas mal de difficultés. Et puis, c'est pas si simple que ça à organiser. Un très gros centre, hein, c'est d'un niveau de complexité supérieur, pratiquement. Donc, on a fait le choix de dire il y aura 12. On ne m'interrogez pas sur pourquoi 12, pourquoi pas 13 et 14. Je n'en sais rien. Ça a été décidé comme ça un jour. On s'est dit 12, c'est pas mal, c'est pas loin du nombre de régions dans la nouvelle réforme. Bon, ça devrait aller. Mais ça n'obéit à aucune logique. Donc ça peut être 12 aujourd'hui, et puis 14 dans 5 ans. Hein. On peut s'apercevoir qu'il en faudra plus, voire moins. Mais en gros, c'est l'idée de 12 plateformes réparties sur tout le territoire national, pour lequel un appel d'offres est en cours d'être rédigé, sera publié dans moins de 15 jours, 3 semaines, avec obligation de répondre avant le 3 mars. Je vous donne des secrets d'alcôve que vous ne répétez à personne. Hein. Pour le 3 mars 2017, donc c'est très court, visant à sélectionner pour le mois de juin 2017 les 2 premiers sites, puisqu'il y aura 2 plateformes en 2017, permettant de lancer l'opération, sachant que ces plateformes auront un rôle national au moins le temps que les 10 autres plateformes soient construites. Donc premièrement, 12 plateformes, dotées chacune au départ au minimum d'un X10, Illumina. Je rappelle que le coût de cette petite bestiole, c'est quand même 6 à 7 millions d'euros, selon les tarifs que Illumina veut bien, qui est évidemment en situation de monopole total hein, dans ces histoires-là. Et l'un des enjeux qu'on aura, nous, à Évry en particulier, ce sera d'être à l'affût de toutes les nouvelles technologies permettant de vaincre, enfin de lutter contre ce monopole de fait d'Illumina, sauf si Illumina rachète toutes ces technologies au fur et à mesure qu'elles sortent. Ce qui n'est pas impossible, bien entendu. Une fois qu'on a mis en place ces 12 plateformes, toutes les données doivent être médicales, de génomique, donc je rappelle la sensibilité de ces données, seront stockées dans un collecteur analyseur de données central, et là il n'y en aura qu'un seul pour des raisons de confidentialité, de sécurité, etc., sachant que chacune des plateformes elles-mêmes sera dotée d'une certaine capacité informatique de pré-traitement de ces données. Mais très vite, ces données devront être transférées au CAD, qui sera à Paris. Je crois. Non, pas à Créteil. Pas à Créteil. Désolé. Mais à Paris. Les 12 plateformes, le lieu reste évidemment totalement non décidé, et c'est par définition les dossiers qui seront déposés devront démontrer une alliance entre les principaux partenaires régionaux susceptibles d'utiliser cette plateforme. Donc on voit bien que si on a un projet lyonnais, un projet grenoblois, un projet de Clermont-Ferrand, il n'y a aucune chance qu'il soit accepté. Si en revanche on a un projet Lyon, Grenoble, Clermont,
Briançon, etc. Enfin, pas Briançon, Chambéry ou d'autres choses comme ça. S'ils sont dans, je dis peut-être la géographie, je ne suis pas sûr là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça a des chances de passer. Et ça ne va pas être simple, hein, surtout en 3 mois. Ensuite, il faudra permettre l'appariement avec d'autres données de soins, etc. Et puis tout ça revient au laboratoire d'analyse qui sera le seul, enfin le laboratoire d'analyse biologique qui sera le seul, et ces plateformes devront avoir le statut de laboratoire d'analyse biologique, obligatoirement. Hein. C'est ce que Dominique avait défendu avec force. Il faudra lever tous les verrous technologiques, cliniques et réglementaires, j'en ai déjà parlé abondamment, qui se posent à tous les stades, et qu'on va découvrir au cours de la première et deuxième année, qu'on a essayé d'identifier pour certains d'entre eux, j'en ai évoqué un ou deux tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres probablement qui vont apparaître et qu'il va falloir vaincre au fur et à mesure qu'on va avancer. Il faut aussi, et ça c'est essentiel, c'est valider ces données de génomique de manière à ce que le médecin puisse les utiliser à des fins cliniques, thérapeutiques. Et ça c'est, dans certains cas, loin d'être évident du tout. Mettre en place les formations rapidement, sans pour ceux qui sont dans cette salle et ailleurs, que pour les futurs médecins ou les futurs techniciens d'analyse biologique. Et là encore, par exemple, on est assez flou, quand on dit informaticien, tout le monde dit informaticien, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Il y a beaucoup d'autres métiers à côté qu'il va falloir imaginer. Et de ce point de vue, on est assez désireux de voir d'ailleurs les industriels se mêler à nous, et puis garantir un parcours sécurisé de qualité, ça va de soi. En mise en œuvre des mesures, j'en ai parlé, séquençage 12 nous paraît, je ne le répète pas, je ne reviens pas là-dessus, importante. Le CREFIX, on va y venir dans un instant. Alors, je l'ai mis mon CREFIX, j'ai peut-être... Le CREFIX est une plateforme qui va jouer un grand rôle dans toute cette articulation, qui sera située, elle, à Évry. Ça s'est décidé au plus près des laboratoires du CEA, Centre national de séquençage, Centre national de génotypage, et dont le rôle essentiel sera de servir de structure de validation des nouvelles technologies, d'accréditation, d'études des nouvelles technologies qui vont apparaître en matière en séquençage en analyse informatique, et pour lequel on va mettre en place des moyens immédiats, de manière à ce que très vite les procédures à respecter pour traiter tous ces échantillons soient mises en place avec les collègues biologistes des hôpitaux, ça va de soi. Donc ça, je passe. Mesure 2, traiter et exploiter le volume des données générées. Donc c'est à nouveau le CAD et son rôle principal. C'est très joli, hein, c'est les slides officiels de la Visan, j'y suis pour rien, hein, donc je suis obligé de les utiliser pour vous le présenter. C'est un peu redondant souvent, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et tous les services que ceci... Je vous enverrai la présentation pour ceux que ça intéresse, parce que autrement, si je vous détaille tout ça, vous allez dormir tout de suite. Hein. Donc le CREFIX, le voilà. Alors ne me demandez pas d'où vient CREFIX, j'ai encore pas bien compris d'où ils ont sorti cet acronyme de centre de référence. Et le X, par exemple, ça signifie expertise. Innovation, ça, on comprend bien que le I, ça signifie innovation. Et je ne sais pas qui a imaginé ça, mais enfin, du coup, tout le monde l'utilise puisque personne ne comprend ce que ça veut dire. Donc c'est un centre de référence, c'est un centre de recherche et développement, éthique et réglementaire, et surtout aussi joue un rôle dans la formation. Moi, j'ai rien dit parce que ça ne me gêne pas que ça s'appelle comme ça ou autre chose. Alors, dans le plan d'action, et ça peut commencer à vous intéresser directement. Je ne sais pas d'ailleurs, Marion, si on a choisi pour lancer les opérations 3 pathologies assez simples, entre guillemets, ou nécessitant une réponse d'ordre médical rapide. Dans les maladies rares, moi je m'attendais à ce qu'on prenne quelques pathologies des génétiques classiques. En fait, les spécialistes nous ont demandé de nous intéresser, de mettre en priorité le déficit intellectuel, qui se traduit par une errance médicale, nous disent-ils, telle qu'elle est très préjudiciable et en clair permettant, si on a une assise génomique, d'éviter cette errance médicale. Ne m'en demandez pas plus, mais j'imagine que dans cette maison, on doit savoir ce que ça veut dire tout ça. En cancer, myélome, mésothéliome, cancer du côlon, ça c'est des choix particulièrement ciblés par rapport à tout un ensemble d'autres données. Et dans les maladies communes, puisque aujourd'hui,
La pharmacogénétique des maladies communes est loin d'être suffisamment développée pour permettre de dire, face à une maladie cardiovasculaire, face à de l'hypertension, etc., voilà les médicaments dans la trousse qui est à notre disponibilité, ceux qu'il faut donner en fonction de tel génome. L'idée, c'est de nous intéresser au diabète de type 2. Ça, comme vous pouvez l'imaginer, l'arbitrage de ces choix n'a pas été une chose simple. Pas simple du tout. Dans le cancer, ça a été assez simple. On a dit à un cas, dites-nous ce qu'il vous faut, et comme ça, on aura la réponse. Pour les autres, ça a été plus discuté. Donc, c'est ce que les deux plateformes pilotes nationales vont avoir comme premiers travaux, c'est de travailler sur ces questions-là pour toute la France. Dans les choses auxquelles il va falloir qu'on réfléchisse, et moi ça m'intéresserait d'avoir vos réactions là-dessus, par exemple mettre en œuvre le parcours de soins génomiques, donc c'est le recueil des consentements, sachant que ces consentements vont changer dans la forme, hein, puisque ce génome qu'on va établir pour telle pathologie sera utilisé demain pour une autre approche et une autre étude comparative de tel ou tel type de questions, et donc on a besoin, ça ne marche plus, hein. C'est vrai, j'ai parlé trop longtemps peut-être. C'est astucieux comme méthode, c'est efficace. Hein. Donc, mettre en œuvre le parcours de soins génomiques, c'est répondre à toute une série de questions sur modalités de prélèvement, transport. Par exemple, en cancérologie, je le répète, est-ce qu'il faudra demain congeler tous les prélèvements post-opératoires au chevet de l'opération, hein. Ou est-ce qu'on restera dans la paraffine? Tous ces aspects-là doivent être réglementés dans l'année qui vient. On n'a pas 10 ans. Et j'appréhende, pour être franc. Modalité de transfert des données, installation des outils d'analyse, tout ça, ça touche autour de l'informatique. Assurer le déploiement opérationnel et la montée en puissance du dispositif dans un cas technique, c'est-à-dire comment on va passer de 2 plateformes à caractère national à 12 plateformes à caractère régional, et ayant des champs d'activité de plus en plus larges, puisque progressivement, l'idée c'est que... Alors le schéma tel qu'on le développe, c'est de dire on ne rompt pas avec la tradition française, enfin la philosophie de la médecine française, c'est le traitement égal pour tous. C'est-à-dire le médecin de Périgueux doit pouvoir avoir accès à un génome s'il les décide, dans des conditions à préciser bien sûr, de la même manière que le grand CHU local. Et tous les malades on doit pouvoir traiter tous les malades qui se présentent et qui sont pertinents de ce point de vue. Et en gros, créer en France les conditions de l'apparition d'une filière de médecine génomique, tant médicale, mais on peut partir de l'idée que toute la médecine sera concernée par ça, donc il n'y aura pas de filière médicale en tant que telle, il y aura plutôt un changement dans le monde médical, mais du point de vue industriel, développer ce qu'il faut pour que toutes ces entreprises, start-up ou autres, ou les grandes entreprises, puissent s'organiser pour offrir une réponse structurée. Moi, je suis très nationaliste dans ces questions-là. Je ne souhaite pas que tous les prélèvements partent outre-Atlantique pour être traités. Je souhaite qu'on puisse le faire en France. Et par voie de conséquence, comment s'organiser entre industriels. Donc c'est ce point-là que j'ai comme responsabilité au sein du programme génomique national, de faire en sorte que les industriels dialoguent, nous disent ce qu'il leur faut pour pouvoir répondre à un certain nombre d'enjeux. Par exemple, les plateformes. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, même à Paris, même à la PHP, on ait de quoi répondre à un appel d'offres aussi complexe que celui que nécessite une plateforme comme réponse, sans que des industriels habitués, ayant des moyens financiers importants, ayant une compétence particulière dans ces domaines, ne soient associés au montage. Donc ce qu'on va favoriser au maximum, ce sont des consortia publics-privés, chacun ayant un rôle précis à jouer dans le montage industrie, médecine, localement. Vous imaginez que ça ne va pas être simple, hein. Mais c'est ça qu'il faut essayer de faire le plus vite possible. Donc moi, je suis en charge au niveau national de ce qu'on pourrait appeler l'émergence d'une filière industrielle de médecine génomique. Sachant que l'enjeu, comme vous l'avez compris depuis le début, ce n'est plus le séquençage lui-même. Le séquençage, ça va être rationalisé, ça va être organisé, ça sera automatisé entièrement, et on aura des résultats bruts de décoffrage qui vont apparaître très vite. Le vrai problème, c'est de faire parler ces génomes, de les comparer entre eux, et d'en tirer, pour le médecin, des informations pertinentes validées. Et ça, c'est du big data typique. On a en France quelques entreprises ayant pignon sur rue au plan mondial, comme Dassault Systèmes, comme d'autres,
vraiment avec des vraies puissances dans ce domaine-là, mais qui ne s'intéressaient pas pour l'instant, qui ne se sont jamais intéressés jusqu'à maintenant à la médecine. Donc il faut essayer d'en convaincre un certain nombre. Je ne parle pas des start-up, je parle d'une manière générale des grands industriels. Et donc essayer de les convaincre que là, il y a des enjeux de santé publique à caractère sensible pour lesquels on a besoin qu'ils fassent des efforts. Donc on essaie de mobiliser Dassault Systèmes, par exemple, et d'autres. Il n'y a aucune exclusivité là-dedans. Et le premier qui sera capable de nous offrir des réponses pertinentes par rapport aux conditions que nous posons sera le bienvenu. Le risque, je rappelle, c'est que les GAFA, les Google, Apple, Facebook, Twitter, Samsung, etc., viennent nous proposer ou IBM avec son système Watson, je ne sais pas si vous connaissez ce système, c'est assez impressionnant, viennent nous offrir des réponses toutes clés en main, et peut-être moins chères, ce qui m'étonnerait beaucoup. Moins cher parce qu'eux ont déjà compris, ont mis en place de quoi exploiter ces données à d'autres fins que la seule fin de diagnostic et etc. Donc, pour résumer, parce que je ne vais surtout pas vous le lire, il y a 14 mesures qu'il faut mettre en application au cours des 5 ans qui viennent. Voilà, merci beaucoup.